Bienvenue sur Toutoui, un podcast qui vous raconte l'actualité d'hier, présenté par Sandrine Brugot. On lit dans le journal La Liberté que le 16 août 1898, dans la nuit, Lucie, une fillette de 10 ans, demeurant chez ses parents au 29 rue d'Enghien à Paris, s'est jetée par la fenêtre de sa chambre au 5e étage. Elle est tombée à travers un toit vitré dans le hangar d'un emballeur qui occupe le rez-de-chaussée de l'immeuble. Les locataires sont réveillés en sursaut par un bruit de vitres brisées suivi d'un long gémissement. La concierge allume alors la lumière, mais ne remarquant rien d'anormal, se recouche sans plus se préoccuper des causes de ce bruit. Un pot de fleurs mal attaché, sans doute. Ce n'est qu'au matin qu'elle trouve l'enfant resté sans soins pendant des heures. Elle meurt peu après à l'hôpital des enfants malades. Les circonstances mystérieuses qui entourent ce suicide décident le parquet de la Seine à ouvrir une enquête pour en déterminer les causes. Elle mène à la découverte de faits suffisamment graves pour provoquer l'arrestation du père de l'enfant, un sténographe nommé Guyon, employé au syndicat général du commerce et de l'industrie. Depuis l'annonce du drame, les racontars vont bon train. Il paraît que le père séquestre sa fille depuis 2 ans. D'ailleurs, la petite Lucie, bien qu'âgée de 10 ans, n'aurait jamais fréquenté l'école et personne ne pourrait affirmer l'avoir vue sortir depuis au moins 6 mois. Déjà, il y a 2 ans, cette petite fille a réussi à s'enfuir du domicile familial. Elle erre alors une partie de la nuit, puis des gardiens de la paix, étonnés de voir une enfant si jeune dans la rue à pareille heure, l'arrêtent et la conduisent au commissariat. Là, elle donne une fausse adresse pour ne pas rentrer chez elle. Mais elle ne trompe pas les agents qui la ramènent chez ses parents. Depuis, ils la traitent avec encore plus de sévérité. Monsieur Lemercier, juge d'instruction, et monsieur Maurice, commissaire de police, sont chargés de cette sale affaire. Monsieur Lemercier fait arrêter le père et transporter le corps de la petite à la morgue. Il entend ensuite madame Guyon qui proteste énergiquement contre l'arrestation de son mari. Elle croit à un accident plutôt qu'à un suicide. En effet, affirme-t-elle, Lucie était un peu toquée. Elle avait contracté des habitudes bizarres. Par exemple, elle faisait ses besoins par la fenêtre de sa chambre. La mère explique les excentricités de sa fille par le fait qu'elle est née prématurée. Elle est toujours restée chétive et souffroteuse. Elle était même vicieuse. Elle mentait et volait. Dans sa chambre, elle détruisait tout. Jamais sa mère ne l'a frappée, et si ses parents l'ont parfois grondée, c'était pour l'obliger à manger. Depuis quelque temps, elle ne voulait plus que de l'eau et du pain, et refusait toute autre nourriture. Madame Guyon dément tout mauvais traitement, y compris la séquestration. Si la petite ne sortait plus, c'est qu'elle était dans un état effrayant. Malgré ça, monsieur Guyon reste en état d'arrestation, car les déclarations de sa femme ne concordent nullement avec celles des voisins et locataires indignés qui étaient tout prêts, avant le drame, à appeler la police. Tous sont unanimes et déclarent que madame Guyon n'aime aucun de ses 6 enfants, dont plusieurs sont chez leurs grands-parents. Elle a de plus un grand ascendant sur son mari et lui fait faire tout ce qu'elle veut. Le juge la laisse en liberté car elle a amené dans son bureau son bébé de 2 ans. Mais il croit difficilement à un suicide. Dans les journaux, on a définitivement rejeté cette théorie. Il n'est plus question que de la martyre de la rue d'Enghien. Le petit journal écrit clairement que les époux Guyon se sont pris pour leur fille aînée d'une aversion inexplicable. Séquestrée, elle a voulu mettre fin à une existence trop triste. La mère, c'est une femme acariâtre, méchante, mauvaise, n'aimant personne, surtout pas ses propres enfants, dont elle se débarrasse dès qu'elle peut. Voilà la meute des journalistes lancés contre les parents Guyon. Sauf ceux du journal L'Aurore, qui signale le 19 août qu'il n'est nullement établi que les époux Guyon aient fait subir de mauvais traitements à leurs enfants et les priver de nourriture, comme l'affirment des voisins mal intentionnés. Ceux qui ont prétendu avoir entendu des cris sont revenus sur leurs déclarations. Il n'est pas établi non plus
que la petite se soit jetée volontairement par la fenêtre pour se soustraire aux prétendues brutalités dont elle aurait été victime. Suffoquée par la chaleur estivale, elle a pu vouloir respirer l'air de la nuit et, à moitié endormie, aura perdu l'équilibre. Certains confrères, qui n'ont pas visité sa chambre, prétendent que l'hypothèse de l'accident doit être écartée car l'appui de la fenêtre est trop haut placé pour que l'enfant, même en montant sur une chaise, puisse tomber par inadvertance. Ces confrères ignorent que la fenêtre, très basse, s'ouvre à 25 centimètres du parquet. Il est tout à fait possible qu'une enfant accède au rebord. Le juge d'instruction n'est pas de cet avis. Il fait aussi arrêter Madame Guyon. Il cuisine les parents, écrit l'Aurore, pendant plus de 2 heures sans rien obtenir. La mère ne fait que répéter que la fillette était une enfant fort sale, peu soigneuse, qu'il fallait élever sévèrement et que son tempérament d'hystérique poussait à des actes débilitants. Monsieur Hamard, sous-chef de la sûreté, se rend avec le juge d'instruction au domicile de la famille Guyon pour une perquisition de l'appartement et en particulier de la chambre de l'enfant très sommairement meublée. Monsieur Bertillon, du service anthropométrique, photographie les diverses pièces, les meubles, la literie de la fillette. On inspecte aussi la cour et l'atelier où l'enfant est tombé. Il s'agit de déterminer si elle s'est volontairement jetée par la fenêtre ou si elle est tombée accidentellement. Jusqu'à présent, les mauvais traitements qu'aurait subis Lucie Guyon ne sont indiqués que par sa maigreur et les racontars des voisins, qui n'ont jamais mis les pieds chez les Guyon, précise le journaliste de l'Aurore. Sûr de sa thèse, l'Aurore enfonce le clou le lendemain. Selon le journaliste, l'imagination populaire, grâce aux insinuations perfides de certains journalistes qui se sont fait les auxiliaires de délateurs anonymes, a déjà fait des époux Guillon d'abominables bourreaux, comme on en voit de temps en temps dans les feuilletons lacrymatoires à l'usage des âmes simples et sensibles. Alors que l'enquête n'a pas encore donné de résultat, on ne peut que déplorer l'acharnement que semblent mettre les habitants du quartier et les locataires de la maison de la rue d'Enghien, y compris la concierge, à désigner comme meurtriers de leur enfant les époux Guyon. Les commères ne pardonnent pas à Madame Guyon son allure un peu fière et se vengent en colportant des bruits malveillants. Le journaliste n'a pas tort. La mort de Lucie semble être l'étincelle qui met le feu à la malveillance d'un voisinage rancunier. Mais tout de même, on se demande bien pourquoi lui s'acharne à ce point à défendre les parents. Il fait même mieux. Il met en cause la façon dont monsieur Lemercier, juge d'instruction amateur, mène son enquête. Il veut traiter une affaire sensationnelle, mais ses procédés sont d'un autre siècle, affirme le journaliste de l'Aurore. Cette pression quotidienne sur les inculpés, leurs interrogatoires continuels en l'absence de leur avocat, cette confrontation enfin en dehors de toute règle judiciaire, mérite d'être hautement blâmée. Avant d'arrêter les époux Guyon, contre lesquels aucune charge que les racontars du quartier n'a été relevée, on aurait dû attendre les résultats de l'autopsie du docteur Descoutes. Mais on ne l'a pas fait. Que deviendrions-nous, s'interroge le journaliste, s'il suffit désormais d'une infamie de concierge ou de voisin pour qu'on entrave à notre liberté et qu'on nous arrête. La détermination de l'Aurore à innocenter les époux Guyon est aussi vive que celle déployée, en même temps, à innocenter Alfred Dreyfus. Elle se manifeste encore dans le compte-rendu que fait le journaliste de l'Aurore de la confrontation à la morgue, ou plutôt de l'épouvantable comédie judiciaire. Celle-ci s'est prolongée par la torture des 2 malheureux parents en présence du cadavre de leur enfant. Imaginée par le juge tortionnaire en l'absence d'avocat, la confrontation aussi officieuse qu'odieuse a lieu quai de l'Archevêché. Pour se constituer un petit public, le juge a invité des amis, amateurs comme lui du spectacle de la douleur d'autrui. Devant ce parterre de magistrats et de curieux, le juge Lemercier interroge un Guyon qui semble très ému. C'est d'une voix étranglée qu'il répond aux questions du juge. Il proteste de sa complète innocence. Ses réponses ne laissent aucune place au doute.
Mais le juge continue à torturer le pauvre homme. Le féroce magistrat fait passer le père dans la salle d'autopsie où sur une table est étalé le cadavre de l'enfant recouvert d'un drap. Sur un signe du juge qui a réglé toute cette horrible mise en scène, un agent soulève le drap et le corps apparaît, épouvantablement mutilé par la chute et par une décomposition avancée. Monsieur Guyon se précipite, embrasse son enfant sur le front et contemple un instant le pauvre corps. Mais le juge ne lui laisse aucun répit. Il recommence à le harceler de questions auxquelles le malheureux père oppose les mêmes dénégations. L'épouvantable scène de la morgue dure 1 heure et demie. Autour de la mère à présent. Elle nie également, explique les défauts et les vices de sa fille qui ne permettaient pas qu'on la laisse courir dans la rue. La pauvre mère est très émue à la vue du cadavre de son enfant et ne demande même pas à l'embrasser. Vous savez, chères auditrices et chers auditeurs, j'aime la concision dans mes récits. Pas question de raconter une scène 2 fois. Mais l'influence de la presse jouant une part importante dans cette sale affaire, je me propose de vous rejouer cette scène de la morgue du point de vue du quotidien Le Petit Parisien. S'il note que maître Monteux, avocat des époux Guyon, est absent, il est représenté par son secrétaire, ce qui n'est pas la même chose qu'une absence totale d'avocat. Il n'est pas question d'invitation ni de public. Le juge est direct et demande au père s'il n'a pas jeté son enfant par la fenêtre. Non, mais il reconnaît qu'il l'a frappée souvent. Elle était tellement sale et vicieuse qu'il était obligé d'en venir à ses extrémités. Du reste, quel père ne corrige pas ses enfants? Le juge souligne qu'il y a une différence entre donner une légère correction à un enfant et l'assommer de coups. Lucie n'était-elle pas séquestrée? Séquestrée? Mais pas du tout. Elle était reléguée dans sa chambre depuis 2 ans. Elle vivait seule, sans voir personne. Le père pensait la guérir ainsi de ses défauts. Le juge Le Mercier explose. Reléguée? Sans sortir? Sans aller à l'école? Enfermée sans jamais voir personne? C'est bel et bien de la séquestration. Guyon baisse piteusement les yeux et répond qu'il aimait quand même sa fille. Le père reconnaît donc les mauvais traitements et la séquestration. Entrons à présent dans la salle où gît Lucie. D'un geste, un employé de la morgue relève brusquement le drap et le cadavre mutilé de la fillette apparaît aux yeux du père. La vue de ce petit corps chétif couvert de blessures produit sur les magistrats instructeurs une impression profonde. Seul Guyon reste impassible en présence de ce lugubre tableau, écrit le journaliste du Petit Parisien. Quand le juge lui demande comment il peut rester ainsi, il se débarrasse de l'étreinte des 2 agents et se précipite sur le corps de l'enfant pour l'embrasser sur le front. Il jure qu'il ne l'a pas tuée. Il l'a rendue malheureuse, oui, mais il lui demande pardon. Sur ce, il se trouve mal. Le docteur Descoutes s'approche aussitôt pour lui donner des soins, mais le médecin légiste comprend immédiatement que le père joue la comédie. C'est ensuite d'un cœur sec, sans manifester la moindre émotion, que madame Guyon répond aux questions du juge. Elle n'admet pas la séquestration de sa fille. Elle ne lui défendait pas de se promener dans l'appartement, seulement d'aller sur le balcon. Si elle ne la laissait pas sortir, c'est qu'elle était trop sale. Et non, elle n'était pas malade, seulement vicieuse, voilà tout. Mise en présence du cadavre de son enfant, elle déclare qu'elle ne savait pas sa fille aussi maigre, mais que cette maigreur ne prouve rien. Elle a élevé sa fille comme ça lui a plu. Avant de quitter la salle d'autopsie, elle contemple son enfant sans l'embrasser et déclare que tout ça est bien du tracas pour une pareille petite vicieuse. Vous constatez sans doute que les journalistes de l'Aurore et du Petit Journal semblent avoir assisté à cet épisode. Il n'en est rien bien sûr, mais tous deux livrent des versions très différentes qui vont dans le sens de leurs convictions. La vérité des faits n'est à l'évidence pas leur souci. Comment dès lors se faire un avis sur ce qui se passe? Imaginez-vous à l'époque,
Les journaux étaient la seule source d'information. Difficile dans ces conditions de ne pas se forger une opinion radicale, uniquement basée sur des émotions. Le rapport du docteur Descout arrive sur le bureau du juge d'instruction le 24 août. Il signale que la chute de l'enfant n'a pas déterminé de blessure grave et que la mort ne peut être attribuée uniquement à cette chute. Il y a dans les poumons de la petite 2 cavernes tuberculeuses. Elle ne pèse que 10 kilos, moitié moins que le poids moyen d'un enfant de son âge. Aucun aliment dans son estomac, bien que les époux Guyon aient affirmé avoir fait boire à leur enfant un peu de lait la veille de sa mort. Messieurs Amar et Lemercier procèdent ensuite à une reconstitution de la mort de la petite fille. Encore une fois, le récit diverge considérablement selon le journal. Disons que les époux Guyon sont extraits de leur cellule, lui à la prison de la Santé, elle à Saint-Lazare, et sont amenés en voiture couverte rue d'Enghien. La foule s'est amassée aux fenêtres et on a dû interrompre la circulation dans la rue. Le mari garde la tête baissée alors que la femme reste très arrogante. Certains témoins renouvellent leur déposition. Par exemple, M. Levasseur, fleuriste de la rue d'Hauteville, dont les fenêtres se trouvent en face de l'appartement des Guyon. Il affirme que le matin du drame, la fenêtre de la chambre de Lucie était ouverte, ce qui lui a paru extraordinaire, puisqu'elle était toujours close. Le juge demande ensuite à la mère de lui montrer comment sa fille a pu passer entre les battants de la fenêtre et la barre d'appui et se laisser tomber dans le vide. Il a fait entrer un garçon de 12 ans de la taille de la victime qui doit se mettre dans la position indiquée par la mère. À la suite de cette expérience, il est absolument inadmissible que la petite Lucie ait pu se jeter elle-même par la fenêtre, conclut le journaliste de La Lanterne. La mère se défend à nouveau d'avoir maltraité sa fille. Au contraire, elle lui donnait toutes sortes de reconstituants. Le juge lui demande de lui montrer ses médicaments. Malheureusement, Madame Guyon a beau fouiller les armoires et tiroirs de sa cuisine, elle ne met pas la main sur ses reconstituants. Quant à Monsieur Guyon, il se borne à répéter qu'il est innocent. Quand on les ramène en prison, la foule hostile manque de renverser leur fiacre. Cette hostilité n'est pas due à la seule mort de la petite Lucie. 4 enfants martyrs alimentent la chronique en ce caniculaire été 1898. 2 petites filles, Germaine et Jeanne de Blander, ont été assassinées par leur père et jetées dans un fossé. Le petit Georges Desjardins est mort des mauvais traitements infligés par ses parents. Dans les cas Guyon et Desjardins, les mères semblent être les principales coupables. Ces cyniques mégères n'expriment pas un regret, pas un remords, souligne le quotidien La Lanterne. On a déjà vu une mère tuer son enfant dans un inconscient mouvement de folle colère, de rage bestiale provoquée par l'alcoolisme. C'est là un épouvantable crime, mais l'atrophie du cerveau causée par l'alcool est une circonstance atténuante. Mais une mère qui pendant des années s'ingénie pour torturer son enfant a inventé les plus cruels raffinements, une mère qui refuse au petit être qu'elle a mis au monde le morceau de pain qu'il demande en pleurant, une mère qui chérit son chien, le nourrit grassement, ne laissant à son fils que les os dont il ne veut pas, que dire en présence d'une telle monstruosité? Même les animaux les plus féroces ne se comportent pas ainsi. Quel psychologue découvrira la cause qui pousse ces mères indignes de ce nom à perpétrer d'aussi horribles crimes? On a beau chercher, on ne comprend pas la cause de tels effets. Des gens disent « ce sont des folles ». Mais est-elle folle, cette infâme Guyon qui répond au magistrat avec le plus grand sang-froid? Non, elle est coupable du plus atroce des crimes, mais elle compte sur l'impunité. Que le juge se montre plus sévère et ne se contente pas pour punir ce meurtre d'infliger quelques mois de prison à leurs auteurs. Si les lois, en l'espèce, sont insuffisantes, qu'on en fasse d'autres. Il serait temps que les parents sachent qu'ils n'ont pas droit de vie et de mort sur leurs enfants. Le lendemain, La Lanterne continue sa série d'articles sur les enfants martyrs. Cette fois, le journaliste, qui signe Jean-Paul,
souligne que les crimes contre l'enfance ne procèdent pas d'une génération spontanée. Ils sont le terme d'une longue série d'actes de cruauté qui se déroulent clandestinement dans l'intimité des familles. Sévir est bien, prévenir est mieux. Et la protection efficace des enfants martyrs consiste justement à intervenir le plus tôt possible, avant que les mauvais traitements aient produit leurs conséquences tragiques. Si clandestins que soient les actes de cruauté, ils n'échappent pas de manière absolue à l'attention des voisins. Ils se décèlent par plus d'un signe, et de bonne heure, ils pourraient être divulgués et punis. Rue d'Enghien, les voisins n'ignoraient pas qu'un enfant était maltraité, séquestré, privé de nourriture. Ils ont gardé le silence. Ils se sont faits, par égoïsme et par prudence, les complices du crime. Ils n'ont rien dit car ils répugnaient d'avertir le commissaire de police. Ils n'ont pas parlé parce qu'ils craignaient d'être appelés à témoigner, de perdre leur temps au palais de justice. Ils ont eu bouche close parce qu'ils ne voulaient pas s'exposer à des représailles. Malheureusement, si par aventure la police en France est avertie au début des sévices, avant que les mauvais traitements prennent un caractère alarmant, on peut être sûr qu'elle se désintéressera de la plainte. Nos commissaires ont bien d'autres chiens à fouetter que de surveiller les familles négligentes. D'ailleurs, ils ne sont pas faits pour ce métier délicat. Mieux vaut encore qu'ils s'abstiennent de toute curiosité indiscrète. Il n'en va pas de même en Angleterre et aux États-Unis, où fonctionnent de puissantes associations armées de pouvoirs étendus, rayonnant sur toute la surface du territoire. La Société nationale contre les actes de cruauté garantit le secret absolu de l'informateur. C'est elle qui, à ses risques et périls, procède à une enquête dès qu'une plainte ou une dénonciation lui est parvenue. Un représentant de la société enquête. Si les faits ne lui paraissent pas graves, il se borne à donner un avertissement aux parents délinquants. Si au contraire, l'enquête révèle que la vie, la santé ou la moralité de l'enfant est en péril, la justice est saisie directement et l'enfant est immédiatement mis à l'abri. Dans un très grand nombre de cas, l'avertissement est suffisant. Les parents sont dûment surveillés, s'amendent et l'enfant est laissé définitivement dans sa famille. Pour que l'avertissement de la société porte ses fruits, il faut qu'il puisse être suivi, en cas de récidive des brutalités, d'une action répressive. Il y a des optimistes pour prétendre que l'utilité d'organismes de défense des enfants maltraités est moindre en France qu'à l'étranger parce que la famille française est plus forte et que la race anglo-saxonne a des tendances plus brutales. Les optimistes ont le chauvinisme commode. Ils ont ainsi le droit de ne rien faire et de barrer le passage à toutes les réformes. Il n'est pas possible de laisser le champ libre aux parents dénaturés et de déserter un devoir aussi sacré que celui de la protection des plus faibles parmi les faibles. Combien de petits êtres souffrent, sont brutalisés sans que les voisins parlent. Nous devons délier la langue de ces témoins et le meilleur moyen qui s'offre à nous est tout au moins de fonder une société puissante qui soit le centre de tous les renseignements concernant l'enfance malheureuse. Cette attention toute particulière que l'opinion porte à l'enfance est assez nouvelle. Durant la majeure partie du XIXe siècle, la politique sociale de l'enfance s'est résumée en France à la prise en charge des enfants abandonnés en bas âge, des orphelins pauvres et des enfants délinquants. Il s'agit donc alors de gérer le problème de l'enfance marginale dans le cadre du maintien de l'ordre. Ce n'est qu'à partir des années 1880 qu'apparaît le concept d'enfant moralement abandonné qu'il faut protéger de leur famille. L'enfant moralement abandonné, c'est donc un orphelin qui a le malheur d'avoir des parents. On parle aussi d'enfants malheureux, maltraités ou martyrs. Le premier congrès de la protection de l'enfance se tient en 1883. Puis la loi du 24 juillet 1889 légifère sur la déchéance de la puissance paternelle qui permet à la justice de retirer de son foyer familial tout enfant victime de mauvais traitements. Mais il est impossible d'évaluer les violences parentales. Les adultes du XIXe siècle considèrent les châtiments corporels comme un moyen d'éducation parmi d'autres, exactement comme le dit M. Guyon, le père de Lucie. La frontière entre les corrections paternelles autorisées et les mauvais traitements interdits est ténue et
inestimable. À partir de quels critères juger qu'un châtiment corporel est sorti du cadre légal de la correction pour entrer dans celui illégal du mauvais traitement? La loi de 1889 est dans les faits très peu appliquée, entre autres parce que le souci de protéger l'honneur des familles prime encore la volonté de protéger les enfants, et parce que beaucoup y voient l'intrusion inacceptable de l'État dans les familles. Madame Guyon le dit, elle a le droit d'élever ses enfants comme elle l'entend. Pourtant, en avril 1898, une nouvelle loi sur la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis envers les enfants est votée sans débat. Elle sanctionne les auteurs de coups, blessures et autres sévices contre les enfants de moins de 15 ans avec circonstances aggravantes si les coupables sont les parents. Cette loi est née de l'affaire Grégoire, du nom d'un enfant mort sous les coups de son père en 1897, qui a considérablement ému le pays. La rubrique Enfants martyrs revient malheureusement régulièrement dans la presse. Dans le cas de l'affaire Guyon, le petit journal illustré du 4 septembre 1898 consacre sa première page à un dessin censé représenter la petite Lucie enfermée dans sa chambre. La loi s'intéresse à la maltraitance envers les enfants parce que la presse, reflet de l'opinion publique, s'y intéresse. On le voit dans le cas de Lucie Guyon. Les médias ont une part importante dans la prise en compte du statut des enfants en tant que personne et sujet de droit. L'Aurore, pourtant, de son côté, n'en démord pas. On lit le 30 août que les récentes affaires d'enfants martyrs découvertes coup sur coup à quelques jours d'intervalle ont survolté l'imagination du public. Passant d'un extrême à l'autre, la foule voit des petits martyrs partout. Le journaliste en propose 2 exemples. En voici un. Une fillette de 9 ans, Albertine, dont les parents habitent rue d'Arcueil, était réprimandée hier par sa mère à la suite d'une faute légère. Albertine, qui a entendu parler constamment ces jours derniers d'enfants martyrs, s'imagine elle aussi qu'elle est martyrisée et s'enfuit de chez elle. À 11h hier soir, des agents la retrouvent endormie sur un banc de l'avenue d'Italie. L'enfant, par eux réveillée, leur dit avec beaucoup d'assurance qu'elle est une enfant martyre et qu'elle n'a pas voulu rester plus longtemps chez ses cruels parents. L'enquête, rapidement menée par M. Remongin, apprend au contraire qu'Albertine était la plus choyée, la plus gâtée des fillettes. Après l'avoir grondée sévèrement, le commissaire la rend à ses parents affolés par la disparition de leur enfant. Je ne sais pas vous, mais moi, cet exemple cynique me gêne beaucoup. Alors qu'il s'agit de faire progresser la société vers plus d'attention envers les enfants maltraités et de punir les parents violents, ce genre d'anecdote est très malvenu. Toute médaille a son revers et ici, il est bien insignifiant. Pendant tout le mois de septembre, l'Aurore ne traite plus du cas de Lucie que dans la rubrique Enfants martyrs. Il faut dire que l'Aurore est en pleine affaire Dreyfus, occupée par les démissions successives de ministres en ce début de septembre 1898. Le journal signale quand même que le 2 septembre, le juge Le Mercier a entendu Madame Marin, qui a été la nourrice d'un des enfants Guyon. Ce témoignage est défavorable aux parents. La nourrice affirme que la petite Lucie restait parfois 15 jours sans recevoir d'autre nourriture que du pain sec. Il lui était interdit de boire. Sa mère excitait même sa faim en trempant les croûtes de pain dans de l'eau salée. Puis, le 8 septembre, ce sont les témoignages des grands-parents qui sont défavorables. La dernière fois qu'ils ont vu les parents Guyon, il leur a été impossible de voir Lucie, qu'on leur a dit être en pénitence. Les obsèques de l'enfant ont lieu le 5 septembre. Un service d'ordre est en place. Dès 8h, 300 personnes se pressent aux abords de la morgue. Tous commentent la barbarie des parents qui ne fait plus de doute pour personne. Le char funèbre est recouvert de 3 couronnes de fleurs blanches. Il se rend de la morgue au cimetière de Bagneux. La petite n'ayant pas été baptisée, il n'y a pas de service religieux. Le deuil est conduit par le grand-père qui habite Noisy-le-Sec. Le procès ne devrait plus tarder. Mais voilà qu'on apprend que Maître Monteux, défenseur des accusés,
a transmis une demande de nullité de la procédure basée sur une erreur du juge Lemercier. Le juge a en effet interrogé la concierge de l'immeuble de la rue d'Enghien comme témoin à charge et le soir même l'a confrontée aux inculpés sans que l'avocat ait le temps d'étudier le dossier. L'avocat obtient gain de cause. Ce qui suit tient du feuilleton juridique. La Cour de cassation décide que les époux Guyon seront jugés par la Cour d'assises d'Orléans. Mais la Chambre des mises en accusation d'Orléans décide qu'ils le seront devant la Cour d'assises de Tours. C'est finalement devant celle de Rouen, alors en Seine-Inférieure, que s'ouvre le procès des époux Guyon le 8 mai 1899. Madame Guyon, dont les journalistes ne donnent toujours pas le prénom, a 35 ans. Petite, sa physionomie est énergique mais dure. Elle a de petits yeux ronds et très brillants. Le nez est allongé, pointu et d'un rouge écarlate. Ses pommettes sont également coupe rosée. Entièrement vêtue de noir, elle écoute, impassible, la lecture de l'acte d'accusation. Guyon aussi est vêtu de noir. Il est pâle et sa santé semble précaire. Il est en fait atteint de phtisie, comme sa fille Lucie, qui, et c'est un point important de la défense, devait son état tuberculeux à ses antécédents familiaux et non au mauvais traitement. Ils ne sont pas poursuivis pour assassinat, mais pour avoir volontairement privé de soins et d'alimentation leur fille Lucie, au point de compromettre sa santé. La mère explique que sa fille a toujours été chétive et malade, et qu'elle était sale, qu'elle ne faisait que la corriger, mais si elle était sévère, elle n'était certainement pas méchante. Pour elle, sa fille s'est suicidée. On établit que M. Guyon est un brave homme sous l'emprise de sa femme. Il affirme qu'il n'a pas martyrisé sa fille, qu'au contraire il l'aimait. Il prétend que tous les témoins se sont entendus pour l'accabler, ainsi que sa femme. Mais s'ils voulaient dire la vérité, ils avoueraient que Lucie était très heureuse. Elle avait suffisamment à manger et elle n'était pas enfermée dans sa chambre, sauf la nuit pour qu'elle ne vole pas le vin et la nourriture. Mais le docteur Descout, médecin légiste appelé à témoigner, déclare que de son vivant, Lucie Guyon n'a pas reçu les soins que son état nécessitait. L'avocat général soutient l'accusation. Il demande une application énergique de la loi, mais ne s'oppose pas à une atténuation de peine pour le père au caractère faible. Les avocats de la défense demandent l'acquittement. Guyon est acquitté. La femme Guyon est condamnée à 2 ans de prison et 16 francs d'amende. Ce jugement n'est pas commenté dans la presse. Le journal L'Aurore, jadis si véhément, ne commente pas. D'ailleurs, le procès lui-même ne fait pas les gros titres. 9 mois se sont écoulés depuis la mort de Lucie et les journaux sont passés à autre chose. Mais au moment voulu, ils ont multiplié, peut-être à l'excès, les protestations envers les parents maltraitants, et se sont ainsi faits les acteurs du processus législatif. Nous ne saurons pas si Lucie s'est suicidée pour mettre fin à ses souffrances, mais nous savons qu'elle est morte en raison des mauvais traitements infligés par ses parents. Dès lors, le jugement semble extrêmement clément. Cette histoire vraie s'est écrite comme les autres grâce au site Gallica et Retro News de la Bibliothèque nationale de France. Vous trouverez toutes mes sources en description de cet épisode. Vous y trouverez aussi un lien vers ma page Tipeee pour me soutenir financièrement et me permettre d'écrire de nouvelles histoires. Ce podcast vous est proposé par Sandrine Brugot. S'il vous a plu, merci de le faire connaître en le partageant, le commentant et en l'étoilant. À bientôt sur Toutouille.